Merci de me donner l'occasion d'intervenir en ouverture de votre journée. Sur une question qui m'a été posée, donc déflation piège pour l'Europe, dont je vais dire comment je la prends, quelle liberté je prends avec elle. À vrai dire, je n'aime pas énormément la formulation de cette question, parce qu'elle suggère qu'il y a un danger quelque part, un piège qui s'esquisse à l'horizon. Je crois que la réalité, c'est qu'il y a un problème qui est avec nous dès à présent, celui de l'inflation trop faible. Et c'est celui-là que nous devons traiter en priorité. Il ne s'agit pas simplement de se demander qu'est-ce qui pourrait se passer demain, il s'agit de répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Alors, pour traiter ça, je voudrais d'abord revenir sur les raisons pour lesquelles les banques centrales fixent des objectifs d'inflation qui ne sont pas nuls. 2%, ou un peu moins de 2% pour la Banque centrale européenne, mais des chiffres qui sont toujours positifs pour toutes les banques centrales. Et à ça, il y a trois raisons. Il y a un argument général qui est d'avoir un espace pour absorber les chocs des inflationnistes, pour permettre à la politique monétaire de réagir par son instrument normal, qui est le maniement des taux d'intérêt, et donc de ne pas se trouver bloqué trop rapidement au niveau du taux d'intérêt zéro. Il y a un argument, deuxième argument, qui est que avoir un peu de croissance du revenu nominal, ça permet tout de même de faire que le poids des dettes passées ne pèse pas trop lourd sur les épaules de ceux qui les portent, que ce soit les États ou que ce soit les entreprises ou que ce soit les ménages. Et puis, il y a un troisième argument qui est que c'est beaucoup plus facile d'ajuster les prix relatifs entre les producteurs ou entre les pays dans le cas de la zone euro si on a un peu d'inflation que si l'on n'en a pas, parce que ça évite de devoir faire des ajustements en baissant des prix. Ça permet simplement que si certains prix augmentent moins que d'autres, eh bien, le prix relatif se modifie. Et ces trois arguments sont particulièrement importants dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, puisque à la fois nous avons une croissance très faible et donc nous aimerions pouvoir agir par les instruments traditionnels de la politique monétaire, à la fois le poids des dettes héritées des années 2000 et de toute la période de crise financière et de crise de la zone euro est très important et nous aimerions qu'il ne pèse pas trop lourd. Et puis, il reste des ajustements de prix relatifs à faire au sein de la zone euro, même si une bonne partie de ces ajustements a été faite, ils ne sont pas tous faits, et donc nous aimerions que ces ajustements se fassent mieux qu'ils ne peuvent se faire actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la situation aujourd'hui est telle que la politique monétaire agit par rapport à la faiblesse persistante de la demande agrégée. Mario Draghi nous a dit qu'il allait faire, il fait maintenant tout ce qui était en son pouvoir. Il nous a dit aussi qu'il y avait des limites à ce qu'il pouvait faire et qu'il aimerait que d'autres instruments de politique économique soient aussi mobilisés pour aller dans la même direction. J'y reviendrai. Mais avant ça, sur la question de la dette, donc sur mon deuxième argument, je ne peux pas ne pas évoquer la situation grecque, évidemment, qui est dans tous les esprits, particulièrement depuis dimanche. Il est intéressant de se demander pourquoi on est arrivé à cette situation. Donc, un ratio dette sur PIB qui est aujourd'hui égal à ce qu'il était à la veille de la restructuration de la dette grecque, c'est-à-dire 175% du PIB. Donc, on a fait une restructuration importante et néanmoins, tout se passe comme si on ne l'avait pas faite. Eh bien, si vous reprenez les hypothèses du premier programme de la Troïka, le premier programme de la Troïka en 2010 supposait une reprise de la croissance dès 2012, supposait un chômage qui atteigne un maximum de 15% en 2013. On est en 2012, pardon. Vous savez, on est bien au-delà.
supposait que sans restructuration, la dette publique atteigne 150% du PIB en 2013 et puis se mette à décroître, et donc la Grèce puisse retrouver l'accès au marché. Les raisons pour lesquelles ceci a été mis en échec tiennent en partie au fait que les conditions initiales étaient pires que ce que la Troïka avait cru au moment où elle a défini son programme, ne tiennent pas à un défaut d'ajustement budgétaire. L'ajustement budgétaire a été extrêmement important en Grèce, mais tiennent très largement au fait que le PIB nominal de la Grèce est de 25% inférieur à son niveau de 2009. Et donc, qu'au lieu d'avoir une croissance du PIB nominal qui permettait donc mécaniquement, arithmétiquement, d'abaisser le ratio dette sur PIB, on a eu donc une chute du PIB nominal. Si le PIB nominal avait été en 2010, ça avait été au niveau anticipé en 2010, eh bien, par effet mécanique, la dette publique grecque aurait été de 130%, comme elle est en Italie, donc on aurait été dans une situation différente. Donc c'est vrai de la Grèce, c'est vrai des entreprises, c'est vrai des ménages. La question du niveau du PIB nominal est essentielle. Et je faisais parler de la Grèce. Je pourrais, par exemple, prendre aussi le cas de l'économie italienne, qui aujourd'hui a le même PIB nominal qu'en 2007, et donc ce qui rend tous ces problèmes de dette importants. Sur les prix relatifs, quelques mots. La question est particulièrement importante au sein de la zone euro. Elle est importante parce que, encore une fois, nous avons des économies qui sont hétérogènes. Et donc la capacité de modifier les compétitivités relatives de manière à retrouver un équilibre économique est particulièrement importante. Alors, dans la crise, il y a eu d'une certaine manière une bonne nouvelle, c'est-à-dire que par rapport à ce qui était estimé auparavant, la rigidité des salaires, la rigidité des prix relatifs de ce point de vue-là a été moindre que prévu. Il y a eu des ajustements importants. Il y a eu d'ailleurs plus d'ajustements sur les salaires que sur les prix. Ça a été un des éléments de surprise. C'est à quel point les prix des biens se sont moins ajustés, se sont moins corrigés que les salaires relatifs. On croyait que la rigidité était logée sur le marché du travail. En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle était davantage logée sur le marché des produits. Mais même dans ces conditions, même avec cette découverte d'une capacité d'ajustement des prix relatifs et des salaires relatifs plus importante que prévu, les problèmes ont été lourds, les problèmes restent lourds. Si vous prenez par exemple les chiffres sur les évolutions individuelles de prix et de salaires dans certaines économies, vous voyez très clairement que quand on s'approche de zéro, on a une barrière qui demeure et donc ces ajustements deviennent plus compliqués. Or, les ajustements de prix relatifs et de salaires relatifs, de compétitivité, disons, ne sont pas complètement derrière nous. Ils sont en partie aussi devant nous. Nous avons fait une partie du chemin, nous n'avons pas fait tout le chemin. La preuve en est que nous conservons des écarts de solde extérieur très importants et que les pays qui étaient jadis en déficit et qui ont corrigé leur déficit l'ont corrigé au prix d'une forte compression de la demande interne et l'ont corrigé en conservant une dette extérieure qui peut être extrêmement importante et qui, du coup, les empêche de revenir à des déficits tels que ceux qui avaient été connus dans les années d'avant 2007-2008. Un pays comme l'Espagne a fait des progrès considérables de compétitivité, mais un déséquilibre interne très fort et ne peut pas envisager de revenir à une situation dans laquelle il aurait un déficit extérieur important parce que sa dette extérieure est trop élevée pour cela. Donc ça veut dire que d'autres ajustements de prix relatifs sont devant nous et que donc cette question reste importante. Alors, quoi faire par rapport à ça? Bon, la politique monétaire, je ne vais pas y revenir, elle a agi avec un certain retard, elle a agi dans certaines limites, elle a agi au milieu de controverses, mais enfin, elle a agi avec détermination, et c'est ça qui est important. Du côté de la politique budgétaire,
par rapport à un risque de ce type, ce que l'on voudrait, dans un monde idéal, c'est de pouvoir mobiliser à court terme la politique budgétaire tout en s'assurant de manière certaine du fait qu'à moyen terme, la soutenabilité est assurée. Donc, si vous voulez, que, par exemple, si je prends la proposition qui avait été faite par Francesco Giavazzi, qu'on peut avoir une action fiscale à court terme par une baisse des impôts, gagée par une baisse des dépenses à moyen terme, et que cette baisse des dépenses, si elle était parfaitement crédible, ça nous permettrait d'avoir à la fois, de concilier à la fois la réponse de court terme et la réponse de moyen terme. Le problème, c'est que, et c'est le paradoxe de la situation européenne, nous n'avons pas cette capacité d'engagement en Europe. Nous ne l'avons pas, en dépit d'un appareillage de discipline budgétaire extrêmement complexe et élaboré, qui devrait, en principe, précisément, délivrer ce genre de capacité d'engagement. Mais les disciplines du pacte de stabilité ont beau être là, ça ne crée pas suffisamment de confiance pour qu'on puisse se lancer dans des opérations à risque consistant à dire « Eh bien, je fais une chose aujourd'hui, je ferai le contraire de demain, mais croyez-moi, c'est la bonne politique, et croyez-moi, je ferai demain ce que je m'engage à faire demain ». Nous ne sommes malheureusement pas dans cette situation en Europe, même si on peut essayer de s'en rapprocher, on n'y est pas. Et donc, ce que nous utilisons, c'est un substitut. Et le substitut, c'est le plan Juncker, qui est un substitut de soutien à travers une initiative de mobilisation de ressources en capital ou en garantie d'ampleur limitée, avec les effets de levier que l'on espère sur cette base. Le plan Juncker risque de décevoir parce qu'il y a une contradiction entre le montant affiché, les 315 milliards, le fait que l'on dit qu'il s'agit de faire participer des fonds publics à la prise de risque et le montant du levier qu'on affiche pour concilier une mise en capital faible avec un montant affiché élevé. Le risque, c'est que l'affichage des préoccupations de, disons, taille de bilan l'emporte sur les préoccupations d'efficacité de la part des initiatives qui pourront être prises dans le cadre du plan Juncker. Pour dire les choses autrement, le plan Juncker, si on veut qu'il soit utile, il ne doit ni être un instrument de subvention, ce n'est pas l'objet, hein, l'objet c'est un instrument d'investissement, ce n'est pas un instrument de subvention, ni financer des projets qui trouveraient par ailleurs à se financer sur le marché et qui pourraient se trouver à financer dans des conditions un peu meilleures par le plan Juncker qu'il n'aurait pu l'être par un financement purement privé. Il devrait permettre de réaliser des investissements qui sont des investissements qui présentent un certain degré de risque, qui, dans un contexte dans lequel le système bancaire, pour toutes les raisons que l'on connaît, qui sont qu'on le lui a demandé, est enclin à prendre moins de risques qu'il n'en prenait dans le passé, pour des raisons de stabilité financière, on lui a demandé de prendre moins de risques, eh bien de corriger cette inappétence pour le risque par une intervention de fonds publics qui permettent non pas de financer des projets non rentables, non pas de financer des projets déjà financés, mais de financer des projets qui ont une dimension risque qui rend leur réalisation plus difficile. Mais si on veut faire ça, évidemment, il ne faut pas mettre l'accent sur le montant total de ce qu'on veut financer. Il faut mettre l'accent sur la mise en capital et l'apport à des projets réellement nouveaux. Donc il y a une contradiction entre la volonté d'affichage et l'objectif réel qui est poursuivi. Est-ce que cette contradiction peut être résolue? Il serait souhaitable, je pense, en tout cas c'est mon opinion, que le plan Juncker puisse être rejoint, la mise de fonds
venant de la BEI et de la Commission puissent être rejoints par des États membres de manière à ce qu'on puisse changer d'échelle et apporter davantage au redressement de l'investissement en Europe. Mais aujourd'hui, il y a encore un peu d'hésitation sur le point de savoir ce qui doit être fait de ce point de vue. Donc, ça, c'est la situation en ce qui concerne le plan Juncker. Que peut-on faire d'autre? Les réformes, bien sûr. Les réformes sont une composante importante des politiques qui doivent être conduites pour redresser la situation économique, à la fois pour redresser la croissance potentielle à moyen terme, nous en avons absolument besoin, et aussi pour contribuer à améliorer la situation de court terme. Là, il y a un dilemme qu'il faut reconnaître. Toutes les réformes n'ont pas des effets positifs dans le court terme. Une réforme, particulièrement une réforme structurelle qui vise à améliorer les conditions de l'offre, ça peut avoir des effets sur les prix qui sont des effets de baisse des prix. Ça, même dans un certain nombre de cas, ça a des effets de baisse des prix qui peuvent, dans le court terme, contribuer à cette dynamique de très faible inflation. Donc, on peut se rassurer dans ces cas-là en se disant, au fond, ça c'est de la déflation saine, hein, comme on dit en allemand, gesunde Deflation. Mais je ne crois pas beaucoup que ce soit une bonne réponse. Parce que par rapport aux problèmes que j'ai cités, c'est-à-dire par rapport aux marges de manœuvre de la politique monétaire, par rapport aux problèmes de dette, par rapport aux problèmes d'ajustement de prix relatifs, ce n'est pas nécessairement la bonne chose que de dire les causes sont bonnes, donc l'effet est bon. Les causes peuvent être bonnes et l'effet malheureux à court terme. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est sans capacité d'action par rapport à une situation de ce type? Non. D'abord, il y a la possibilité de jouer sur la distinction entre effet de choc et anticipation. Déconnecter l'effet sur les anticipations d'inflation de l'effet sur l'indice des prix lui-même. Ça a été indiqué, ça a été proposé par Benoît Cœuré, comme vous le savez, membre du directoire de la BCE, en disant le problème, ce serait d'avoir dégrené les réformes qui affecteraient les anticipations d'inflation parce qu'on les égrène de manière trop graduelle. Donc c'est un argument pour les faire toutes en même temps, de manière à ce qu'on ait un effet de choc sur l'inflation, mais qu'ensuite les anticipations d'inflation redémarrent. Bon, c'est un argument qui est habile, pas totalement convaincant sur le plan empirique, parce que l'idée qu'on pourrait avoir un effet tellement synchronisé que toutes les réformes auraient leur effet en même temps ne me paraît pas totalement convaincante. En revanche, il y a des réformes, il faut rappeler, qui n'ont pas d'effet négatif sur la demande. Il y en a même des réformes qui ont des bons effets sur la demande. Prenez les réformes des retraites. Typiquement, une réforme des retraites, c'est quelque chose qui, en principe, améliore le revenu intertemporel, donc a plutôt des effets positifs sur la demande à court terme. Prenez les réformes, un certain nombre de réformes qui sont, par exemple, en cours de discussion en France. J'ai demandé à une commission présidée par Anne Perrault, une commission indépendante, d'évaluer les dispositions de la loi Macron. Donc, ils ont évalué sur un certain nombre de critères les effets attendus des mesures de la loi Macron. Par exemple, on trouve que le travail du dimanche, ça a très peu de chances d'avoir un effet négatif, un effet de baisse des prix. On trouve que les prud'hommes, ça a très peu de chances d'avoir, la réforme des prud'hommes, d'avoir un effet négatif sur les prix. Donc il y a tout un catalogue de réformes structurelles qui peuvent avoir des effets neutres sur l'inflation et donc qui peuvent à la fois améliorer les choses dans une perspective de moyen terme et ne pas avoir d'effets défavorables à court terme. Il y a aussi des réformes, bien sûr, qui sont des réformes qui, par nature, n'ont des effets qu'à moyen terme. Pensez à tout ce qui touche à l'efficacité de la sphère publique, pensez à tout ce qui touche à l'amélioration du système éducatif. Ce sont des réformes, par définition, qui ont des effets de long terme et donc pour lesquelles les préoccupations immédiates de déflation ne sont pas de saison. Pensez aux réformes de procédure aussi, tout ce qui touche aux conditions de la négociation sociale.
Donc il me semble qu'il y a tout un agenda de réformes qui peuvent être conduites sans que l'on rentre dans une contradiction entre le risque sur les prix d'un côté, entre améliorer la situation à long terme et prendre le risque de la dégrader à court terme. Donc ça demande, la situation actuelle demande de l'attention dans le choix des réformes, une réflexion sur leur impact à court terme, mais ne doit pas du tout être considérée comme voulant dire que ces réformes n'ont pas leur place. Ceci dit, est-ce que le catalogue politique monétaire agressive, plan Juncker et réforme est de nature suffisante à traiter l'ensemble des problèmes que nous avons dans la zone euro? J'ai tendance à penser que nous manquons d'instruments qui soient des instruments davantage de politique de développement économique plus volontaristes, allant au-delà du fait de demander à chaque pays de faire ce qu'il doit faire pour se redresser. Je veux dire par là que, paradoxalement, l'Union européenne a des instruments de politique de développement importants à travers les fonds structurels qui sont très mal utilisés, qui sont très mal mobilisés au regard de la situation que nous connaissons actuellement, qui s'inscrivent dans une logique qui est beaucoup plus une logique de politique de développement régional, avec des buts affichés qui sont plus ou moins immuables, et qu'il me semble que de mobiliser ces instruments au service des urgences du redressement et de la convergence à l'intérieur de la zone euro serait utile, de la même manière qu'on pourrait s'interroger sur le fait de savoir est-ce que l'Union européenne ne doit pas avoir une politique de l'épargne visant à encourager des flux de capitaux, non pas sous forme de dette, mais sous forme d'equity, de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, parce que autant on peut considérer que le modèle d'investissement financé par de l'endettement extérieur est derrière nous, autant le modèle de l'investissement financé par de l'investissement equity n'est pas derrière nous, au contraire, il devrait se développer. Est-ce qu'on doit aussi encourager davantage l'investissement direct ? Est-ce que, par exemple, dans d'autres domaines, il ne faudrait pas que sur les questions de mobilité du travail, au lieu de se contenter de dire que ça fait partie des libertés, que de pouvoir s'installer où on veut, on ait une politique un peu plus structurelle, là encore, consistant à savoir quelle mobilité on peut encourager et quelle mobilité, d'ailleurs, on peut encourager temporairement ou durablement, avec certaines mobilités qui peuvent être temporaires et qui peuvent favoriser l'acquisition de compétences par notamment des jeunes qui pourraient ensuite retourner dans leur pays d'origine. Il me semble que là, il y a toute une gamme d'instruments sur lesquels l'Union européenne aurait intérêt, dans le contexte actuel, à miser davantage. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps l'indique et puis que de toute façon, je suis arrivé à la terme de ce que je voulais vous dire. Je crois que pour résumer, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que, bien sûr, le risque de déflation, c'est quelque chose à quoi il faut penser. Il faut tirer les leçons de la situation au Japon, de la difficulté très grande dans laquelle le Japon se trouve, de sortir de ce piège de la déflation qu'il connaît depuis longtemps déjà. Mais la question immédiate, c'est déjà celle de l'inflation très faible à laquelle nous faisons face et des instruments que l'on doit mobiliser pour cela. Encore une fois, je vous ai dit que la Banque centrale a pris ses responsabilités, que c'est une bonne chose. Elle n'est pas la seule à pouvoir agir, c'est, il me semble, le sens de ce que j'ai essayé de vous dire. Elle a besoin d'inscrire son action dans un cadre à la fois qui la conforte, dans lequel elle est complémentée par d'autres acteurs qui agissent dans le même sens, et également dans un cadre qui la rassure, c'est-à-dire qui lui montre que le risque qu'elle a pris elle-même en prenant une action, en engageant une action vigoureuse, ne va pas être utilisé par les États pour refuser de prendre leurs responsabilités, voire prendre des distances avec ce qui doit être fait et ce qui doit être fait pour restaurer la situation à moyen terme. Donc là,
dans l'indépendance que chacun d'entre eux doit avoir, la situation actuelle appelle néanmoins plus de coopération, plus d'action conjointe de la part des différents acteurs de la politique économique, qu'il s'agisse de la Banque centrale, qu'il s'agisse de la Commission et de la BEI, qu'il s'agisse des gouvernements nationaux, qu'il s'agisse même d'ailleurs aussi des partenaires sociaux dans les différents pays dans lesquels ils comptent. Je vous remercie.